Alors bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle conférence de Nature Dive à propos des fonds rocheux à macroalgues. Donc c'est un écosystème qui est de bord de mer, c'est-à-dire que c'est le plus accessible, c'est celui où on va passer énormément de temps étant enfant, mais aussi étant adulte, et que l'on va parcourir en masque tuba. Donc aujourd'hui, on va développer donc trois grands points. Le biotope, bien entendu, pour voir qu'est-ce qu'on va retrouver en mettant un masque intuba, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer au niveau de l'environnement, et des facteurs qui vont être déterminants dans cet environnement. Ensuite, on va voir la biocénose. Donc là, on va faire une balade naturaliste pour voir les espèces typiques qu'on va pouvoir rencontrer. Donc c'est des photos que j'ai prises et comme ça, vous allez pouvoir directement voir ces espèces-là qu'on va pouvoir retrouver. Je vous dirai aussi les localités où je les ai trouvées. Et on va finir par un petit point sur la dynamique de cet écosystème, même si c'est un écosystème, et on le verra, qui est en fait très peu étudié par rapport aux autres. Donc on va démarrer par du coup l'environnement de, de cet écosystème. Alors pour bien comprendre, il faut se caser sur la plage. Donc cet écosystème est en fait finalement positionné entre la surface et l'eau, disons, totalement immergée. En fait, on va retrouver deux zones. Donc la première zone, c'est celle-ci. Donc ici, vous avez à droite et à gauche la même zone, hein, c'est le même endroit. On reconnaît la Villa Gould qui est ici, on est au bout de Cannes, on est proche de la frontière avec Golfe-Juan. Et on a cet espace qui est parfois complètement émergé. Donc là, on voit à marée basse, donc c'est vraiment le plus bas d'une marée basse méditerranéenne. Donc on a un mètre, peut-être un mètre maximum de perte d'eau. Et on a ensuite la même partie, mais totalement immergée, plutôt en hiver du coup, avec, on voit la Posidonie qui s'est bien répandue sur tout le littoral. Donc cet espace, cet étage, c'est l'étage médio-littoral. Donc on va voir que cet écosystème va se répartir sur deux étages. Le premier, donc, c'est le médio-littoral qui correspond à la zone de balancement des marées. Donc ici, on a une partie qui peut être totalement immergée avec la marée la plus haute et totalement émergée avec la marée la plus basse. Et on a une deuxième étage qui va venir se greffer, donc c'est la limite, c'est là, c'est-à-dire si on est en marée basse, c'est la partie qui va être encore dans l'eau, c'est l'étage infralittoral, mais supérieur. Donc celui-là, il va accueillir d'autres espèces, et c'est une partie, je le rappelle, qui est en fait tout le temps immergée, même avec la marée de la plus basse. Donc cet écosystème va se répartir sur ces deux zones, donc ça va nous donner en fait des paysages variés, et on va le voir juste après. On va rajouter également les zones battues, qui sont des zones particulières, puisqu'on peut considérer que c'est un peu extrême. Les espèces qui s'y développent vont avoir des adaptations qui vont leur permettre de résister justement à tout un tas de facteurs environnementaux qui seraient terribles pour d'autres espèces, notamment la présence d'eau douce, une salinité donc, qui est très changeante. On peut avoir également la force des vagues, donc l'impact des vagues qui va être aussi très important. Donc on va voir que ces zones battues sont tout à fait intéressantes et déterminantes aussi dans les paysages. Alors finalement, cet écosystème se structure entre la surface et le début de l'herbier de Posidonie. Donc on peut avoir une surface qui est plus ou moins étendue selon les localités. Autant on peut avoir il faut parcourir une grande distance entre le bord de mer et le début d'un herbier. Ça peut être le cas à Théoul dans certaines zones par exemple, on le verra sur des photos, ou ça peut être très court, par exemple sur certaines zones à Cannes ou au Cap d'Antibes, on a un petit pan de fond rocheux à macroalgues et puis très rapidement on va tomber sur l'herbier. Donc on va explorer cette transition entre la surface et l'herbier. Par exemple ici on est à Théoul et on voit qu'on a quand même une profondeur, là je suis en masque tuba, on a une profondeur qui est quand même un peu conséquente et on arrive à la fin, vous voyez, de l'écosystème ici de fond rocheux à macroalgues. D'ailleurs, les algues que l'on voit, ce sont des padines. Et on a après le début de l'herbier. Et donc, on a l'infralittoral supérieur d'un côté et l'infralittoral inférieur de l'autre côté. Alors, comme je l'ai dit, c'est un environnement très intéressant, notamment par les paysages. Il va offrir une grande variabilité d'environnement à explorer. Donc c'est ça qui est super intéressant quand on prend un masque intuba et qu'on va à droite et à gauche. Eh bien, on ne retrouvera pas les mêmes choses si l'on va à Théoul, à Antibes, à Cannes, à Nice ou à Monaco. On va se retrouver avec des paysages vraiment très différents.
Mais tout ceci peuvent être des écosystèmes à macroalgues, mais avec des faciès complètement changeants. Et on va le voir. Le premier qu'on va regarder, ce sont les fonds à gros blocs. Donc ça va être des fonds type digue, par exemple. Donc ici, on est au niveau du larvoto, donc c'est des grandes roches, très plates, souvent. Et du coup, on va avoir tout un tas d'algues qui vont se développer dessus. Ici, on a des dictyotes, ce sont des algues qui sont ici marron, presque fluorescentes un peu. On va avoir des janis, c'est des petites boulettes là, ici qu'on voit là, roses. On les verra en grand plan un peu plus tard. Et d'autres espèces rouges ou des espèces qui peuvent résister à la force des vagues, puisque on voit qu'on a une bonne oxygénation également, donc ça veut dire qu'on a des vagues assez fortes qui peuvent arriver. Mais on est quand même sur un paysage vraiment particulier, avec des grandes dalles. On peut avoir autrement, quand il n'y a pas trop de lumière ou si on est ici on est en plein milieu de l'été, donc il fait très chaud, on va avoir une perte en algues vertes par exemple, et on va avoir beaucoup d'algues marron, voire des algues gazon, on appelle ça du turf. Ici, c'est aussi, vous voyez, des grands ensembles de gros blocs, mais qui donnent un avantage à l'environnement, c'est-à-dire des zones ombragées. On voit qu'il y a beaucoup de zones ombragées, et donc ça va permettre aussi l'épanouissement de certaines espèces qui sont photophobes, donc qui n'aiment pas la lumière, et elles vont aimer pouvoir se répartir sur ces zones-là, bien protégées des courants et à l'abri de la lumière. Ensuite, on va aller vers un paysage battu. Donc ici, on a une roche, vous voyez, qui est très très blanche, parce qu'elle est frottée, elle est raclée par la force des vagues. Donc ici, on est sur un site qui est à Théoul. C'est une roche qui était un peu à l'écart des autres et qui se prenait vraiment des énormes coups de vagues dans la tête. Et donc, on voit que beaucoup d'espèces d'algues ne sont pas capables de résister au déracinement dû à l'impact des vagues. Et donc, on a une structure qui va se mettre en place, c'est celle des algues corallines, qui vont vraiment être capables de résister parce qu'elles ont du calcaire. Donc, elles vont pouvoir, ici, vous voyez, tenir correctement la force des vagues. Autre espèce d'algues brunes typique de ces endroits très battus, c'est la cystosère qui est derrière là-bas et qui va elle aussi résister à ces impacts de vagues. Et puis aussi, on voit aussi des petits patchs de moules qui se sont développés, puisqu'elles sont protégées des prédateurs par justement la force des vagues qui empêche les prédateurs de correctement venir prédater cette proie. Ici, c'est une autre zone aussi à Théoul, un peu plus loin, qui est aussi battue, mais de manière beaucoup moins soutenue. Et donc, on va avoir l'épanouissement d'autres algues calcaires. On a vu la coralline juste avant, et là, c'est la janie. Donc, vous voyez, ces petites touffes, on dirait un peu du fluffy, quoi. Et ces petites touffes d'algues roses qui sont en fait calcaires malgré leur forme qui peuvent faire penser à quelque chose de fluffy. Et dernier paysage qu'on va pouvoir retrouver quand on va explorer un peu ces zones, ce sont des zones très calmes, des zones où les vagues sont arrêtées, il y a assez peu de courant. Ici, c'est au port de l'Olivette, au Cap d'Antibes. Donc, on va avoir l'épanouissement d'algues de type padine qui sont très fragiles face à l'impact des vagues. Ici, elles vont pouvoir se développer avec des grandes touffes. On retrouve également ces algues rouges. Et on peut avoir alors soit des endroits très éclairés où on va être tout le temps immergé, donc on va avoir les algues qui vont pulluler, on va avoir de grandes quantités d'espèces bien différentes, ou bien des endroits calmes aussi, mais avec en fait un va-et-vient de l'eau qui est aussi très calme, hein, dire l'eau monte, puis reste un petit peu et redescend, avec entre guillemets des cuvettes, même si ce n'est pas des cuvettes totalement fermées, on voit que l'eau peut entrer assez facilement, se répandre dans une zone bien délimitée et permettre l'accès à un fond rocheux. Alors, les algues ici sont en fait cachées, elles sont en général sous les pierres, en forme encroûtante, et les algues dressées ont beaucoup de mal à rester puisque assez rapidement, et en fait, d'un jour à l'autre, elles peuvent se retrouver hors de l'eau et donc elles ne tiennent pas très longtemps. Mais on va pouvoir en retrouver à la lisière de ces zones-là, donc on peut avoir aussi un paysage comme ça, très rocheux, très très calme. Donc on va avoir des espèces qui vont aimer venir se cacher ou venir chasser ou récolter des choses qui sont venues de la terre en fait. Alors ça, on a vu du coup les différents paysages qui donnent l'intérêt en fait d'exploration de ces zones-là et qui donnent envie d'aller à une localité, puis à une autre, puis à une autre pour voir un peu les différences qu'on pourrait voir. Et maintenant, on va s'arrêter 2 secondes sur les facteurs déterminants, c'est-à-dire les facteurs environnementaux qui vont permettre la disponibilité, déjà en nutriments
autre chose, et surtout la répartition des espèces. Donc en zone médiolittorale, donc c'est la zone de balancement des marées, donc souvent des zones assez calmes, et bien le facteur numéro un déterminant des espèces, sur une étude donc, qui date de 2016, c'est la disponibilité qui est imprévisible en eau. Puisqu'effectivement, on peut avoir des moments où l'eau est partie et va rester longtemps un peu loin et va mettre du temps à revenir dans la zone. Ou bien de l'eau douce qui apparaît d'un coup. Voilà, des choses comme ça. Ensuite, la température de l'eau vient en numéro 2. Donc, on voit bien que les changements climatiques vont bien sûr impacter les écosystèmes marins. Celui-ci va certainement être le premier, puisque c'est le plus proche de la surface, il va être le premier impacté. Et d'ailleurs, dans la zone qui est en photo en l'arrière, c'est une zone donc à Cannes qu'on a vu au début, c'est juste un autre point de vue. Ici, l'eau en été peut monter à 28 degrés, voire 30. On rentre comme dans un bain. Et donc, c'est pas très agréable, mais ça veut dire aussi que les espèces, eh bien, elles en pâtissent de cette augmentation de température importante. L'hydrodynamisme arrive en 3, et ensuite on a la morphologie côtière, puisqu'effectivement, selon comment la côte est faite, eh bien, on n'aura pas les mêmes dispositions des rochers, donc des espèces, etc. Si on est dans l'infralittoral supérieur, eh bien, c'est d'autres paramètres qui vont venir pour déterminer la disposition des choses. Donc la première, c'est l'hydrodynamisme. Pourquoi? Parce que cet étage-là, le plus important, c'est l'accès à la nourriture, donc c'est l'apport de nutriments. Ici, un hydrodynamisme important, il faut que ça brasse quand même, il faut qu'il y ait du courant pour amener des nutriments pour la pousse des algues. Et derrière, il faut une intensité lumineuse qui soit suffisante pour pouvoir avoir justement un parterre algal qui soit suffisamment important pour que les espèces puissent s'y cacher, puissent s'y reproduire, etc. La température de l'eau vient en troisième position et on retrouve la morphologie côtière encore une fois en quatrième. Ça paraît logique. Donc là, on a vu tout ce qui est biotope. Donc on a vu les paysages, on a vu les facteurs qui déterminent ce paysage-là et qui vont permettre de mettre en place une biocénose. Donc ici, on a une vision idéalisée de cet écosystème qui donne un coup d'œil un peu de ce qu'on attendrait de voir. Donc, par exemple, on voit effectivement des anémones, donc de différentes espèces qu'on va pouvoir retrouver, beaucoup d'algues. Vous voyez ici des algues un peu plus arbustives, arborescentes, branchues ou encroutantes. On va retrouver bien sûr des oursins qui vont venir manger ces algues, des poissons soit de passage comme les mulets, soit des poissons qui vont y rester comme les poissons de fond. Également des mollusques comme le python, les bernards l'ermite, etc. Et on va du coup le détailler un peu plus, ces espèces-là, au travers d'une petite balade naturaliste de taxon en taxon, pour voir ce que vous pouvez observer en Mascrutubia, et comme ça vous pouvez peut-être découvrir des espèces que vous n'avez jamais vues, et pourtant qui sont présentes et parfois en grande quantité. Donc on va démarrer la partie sur les espèces qui peuplent ces petits fonds rocheux. Bien entendu, la première chose que l'on va voir, ce sont des algues, en quantité et très différentes. Donc, bien entendu, on va voir l'Adyctiote, on l'avait vu sur une photo, avec cette couleur caractéristique presque fluorescente. Ensuite, on va pouvoir voir la Janie, qui est en haut ici à droite. Donc, vous voyez, ça fait vraiment ces petites touffes d'algues calcaires. L'apadine queue de paon, très typique mais fragile, qui parfois peut montrer ce petit liseré bleu, qui sont en fait des cyanobactéries qui vont se développer sur cette algue en question. Les cystosères, on va voir un peu après justement les différentes cystosères, parce que c'est une algue qui est vraiment caractéristique de l'estran, donc cette transition surface et aquatique, et les corallines, qu'on va voir juste après. Petit zoom sur les cystosères. Ici, vous avez une photo donc d'une répartition de cystosères typique de l'estran. Donc on voit que les algues sont vraiment en limite entre les deux et elles servent de cachette. C'est vraiment une algue extrêmement importante pour les juvéniles et pour tout un tas d'espèces qui sont prédatées, donc qui ont besoin de se cacher. Et il existe d'autres espèces de cystosères, il n'y a pas que celle-ci, il y a la cystosère dorée ou la cystosère à petits fruits également. Donc je voulais faire un petit zoom sur les corallines, notamment la coralline de Méditerranée, pour vous montrer justement sa pousse. Et c'est ça qui est très, très sympa à observer quand on regarde de près. C'est cette pousse en segment, avec une petite bouture blanche au bout de ces segments. Voilà, c'est tout à fait particulier. Et je trouve ça très joli à vous montrer. Les algues vertes, eh bien oui, il y en a.
Alors, celles qu'on va pouvoir voir dans certaines zones, souvent ce sont des zones avec un apport de matière organique assez important, c'est la laitue de mer. Donc ici, c'est les ulves. Elles se développent, elles aiment en fait l'apport de nutriments et donc elles vont se développer assez rapidement, souvent près d'une sortie d'eau de ruissellement des villes ou près des ports, voilà, d'embarcadères, etc. On peut en trouver en grande quantité. On va avoir ici au milieu des acétabulaires qu'on va voir dès le début du printemps jusqu'au début de l'été. Après, elles vont un peu cramer. Donc ici, il faut savoir pour cette espèce que c'est une algue unicellulaire. Donc ça veut dire que l'individu, la hampe et le parasol, c'est une seule cellule. Donc ça qui est assez incroyable. Et donc ce que l'on voit ici quand ça se développe, en fait, c'est la partie reproductive. C'est le moment où elle va se reproduire. Et alors que l'individu en fait est caché et reste toute l'année du coup en bas de la hampe, au niveau du substrat. On va pouvoir également trouver des espèces invasives. On va l'avoir juste après en focus. Le codium branchu ici parfois en grosse touffe hors de l'eau. Donc c'est assez sympa, c'est assez rare, j'en vois pas tout le temps. Mais du coup voilà, ça a le mérite d'être observable. Et des plantes. Donc ici vous avez la cimodocée. Alors pourquoi je la mets? Parce que souvent, au niveau de ces rochers, on va avoir des zones de sable un peu fin. Et donc la cimodocée, elle aime bien pousser sur ces zones-là. Et elle sert aussi de transition, on la voit souvent en transition entre le bord de mer et l'herbier. Donc les cimodocées font partie un peu de cet écosystème, même si c'est un focus sur les algues, mais je voulais quand même la mettre en avant. Donc il y a effectivement, je voulais faire un petit zoom sur la Caulerpa cylинdracée, qui est une petite algue que vous voyez qui se répand en serpentant en fait dans la roche et qui produit des petites boules. Donc il ne faut pas essayer de l'arracher puisque en fait ces boules vont se disperser et créer des nouveaux individus. Et du coup, ça peut par exemple faire des rochers comme ça remplis de ces petites algues avec ces petites boulettes qui dépassent. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise à la plage Keller au Cap d'Antibes sur une roche et sous un ponton d'un bateau. Et donc dessous, il y avait cette roche remplie de Caulerpa cylindracée et la roche d'à côté était remplie d'ulves. Donc on a vu les algues, et bien on peut trouver également des éponges. Alors les éponges encroutantes, ici je les ai mises en haut à droite, c'est souvent l'éponge encroutante orange qu'on va retrouver sous les rochers ou parfois photophile, elle peut parfois être visible à la lumière, mais on va en retrouver en grande quantité. Les autres, alors il faut un peu le coup d'œil. En ce qui concerne celle-ci, c'est l'éponge Clione. C'est une éponge qui est perforante, donc elle va grandir à l'intérieur de la roche, elle va vraiment la dissoudre de l'intérieur. Et on va pouvoir l'observer juste en voyant son oscule ici qui sort. Donc elle va être repérable comme ça. On va voir une photo d'ailleurs juste après d'une autre Clione, parce qu'il n'y a pas que celle-ci qui est la Clione verte, il y a aussi la Clione jaune. Et il peut y avoir des surprises quand on se balade et qu'on ose aller voir sous les rochers. Eh bien, on peut trouver des éponges qui d'habitude on les voit surtout en plongée et assez rarement en masque tuba. Ici, on a l'éponge rognon qui était sous un surplomb au niveau du cap d'Antibes et qui utilise en fait ce gros rocher qui donne une zone d'ombre pour pouvoir se développer et être aussi à l'abri des très forts courants qui peuvent être mis en place justement juste après quelques mètres plus loin de sa localisation. Et celle-ci, alors c'est une très belle algue rose, c'est l'algue tubulaire rose, Aliclona mediterranea. Et en fait, c'est une algue qui, en général, bon, est plutôt sensible au déchirement. Et donc là, je l'ai trouvée donc, sous un rocher d'une digue à Cannes, et elle commençait à naître. Donc c'est une colonie qui est naissante, et elle commence à faire ses petits tubes. Elle est très délicate. Et donc voilà, c'est pour vous montrer que n'hésitez pas à aller fouiller, à regarder sous les rochers, parce qu'on peut avoir des surprises de très belles espèces avec des couleurs très flash qui peuvent se cacher là. Donc la Clione, je voulais voilà, vous montrer une autre photo de la Clione, cette fois qui est jaune. Donc on peut trouver plusieurs espèces au même endroit. Les échinodermes, bien entendu, ils sont visibles et ils sont présents en quantité. Ici, on a la très connue classique, l'anémone commune, qui n'existe pas qu'avec ce coloris-là, avec cette variété. Donc ici, jaune à pointe violette. On peut la trouver entièrement jaune, on peut la trouver entièrement verte, on peut la trouver brune, et encore d'autres variantes.
Sa cousine ici, la tomate de mer, qui est son adaptation, du coup, qui est adaptée à la dessiccation, donc elle résiste à la sécheresse, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle peut se fermer complètement et garder l'humidité à l'intérieur, et donc quand la marée descend, eh bien, elle est protégée par cette technique. Une cousine qui peut-être que vous ne connaissez pas ou connaissez peu, c'est celle qui est en bas en forme de torche, c'est l'Aeptasie. Ici, ça, c'est l'Aeptasie diaphane. C'est une cousine de l'anémone, mais qui, vous voyez, prend cette forme assez particulière. On dirait qu'il y a du feu dans l'eau, en fait, on dirait des flammes en fait dans l'eau. C'est tout à fait magnifique. Alors j'ai trouvé cet endroit aussi à Keller, plage Keller, et ça descend sur un rocher en fait qui était vraiment en pente comme ça. Et donc elle s'est distribuée sur toute la surface de ce rocher. C'était très très joli. Et on trouve également des coraux. Donc vous savez peut-être qu'il y a des cours en Méditerranée. Et donc ici, on en retrouve deux, en tout cas, moi j'en ai trouvé deux particuliers. Le madrépore bouton d'or, qui est ici, qui fait une petite tache jaune, qui n'est pas très grand, et qui aime plutôt les endroits calmes. Donc du coup, on va le retrouver sur des rochers en fait, qui vont être assez exposés à la lumière, mais dans un renfoncement, histoire de ne pas trop avoir de courant qui le gêne trop. Et les dents de cochon, que l'on voit ici en haut à gauche, et la dent de cochon, donc on en trouve en quantité, j'en ai trouvé beaucoup. Alors souvent, elles sont positionnées à la lisière entre la roche et le substrat. Donc le rocher est posé, et du coup, la dent de cochon va quasiment toucher le substrat. Donc c'est dans ces zones-là qu'on va les trouver les plus fréquemment. Donc n'hésitez pas justement à bouger les rochers pour voir un peu en dessous, parce que vous pouvez tomber dessus. Bien sûr, ce sont des espèces urticantes et fragiles aussi, donc on essaye de ne pas les toucher, s'il vous plaît. Les crustacés, il y en a beaucoup, des crustacés sur cet étage. Les plus connus, bien sûr, ce sont les Bernard l'ermite, les pagures en termes scientifiques. Ici, c'est le pagure des rochers. On le reconnaît avec ses yeux, comme vous pouvez le constater, qui est en boule à facettes, noir avec des points blancs. Et il montre beaucoup de couleurs. Vous voyez qu'il a les pattes striées, il a des points bleus sur les pinces, il a les antennes orange vif. Voilà, donc n'hésitez pas à observer, à voir le comportement. C'est super, super sympa de les voir un peu se mouvoir dans leur environnement. On va retrouver également beaucoup de crevettes. Ici, c'est la petite crevette rose, avec ses petites jointures jaunes caractéristiques hein, qu'on reconnaît très facilement. Des micro-crevettes aussi qu'on va voir en essaim. Donc, soit elles sont positionnées dans des endroits un peu ombragés au niveau des surplombs. Donc, n'hésitez pas à mettre la tête dans les rochers de digue pour aller les chercher parce que vous pouvez tomber sur un bel essaim de ces micro-crevettes. Ou alors, elles sont aussi près d'anémones communes et elles vont comme ça utiliser la défense de l'anémone commune pour survivre tout simplement et pas se faire manger. Sur les parties qui sont en contact à la surface de temps en temps, ce sont les cirripèdes. Ce sont des crustacés qui sont sédentaires, comme vous pouvez voir. Hein. Ils ne vont pas bouger, ils vont créer un petit cône dur. Et ici, ce sont donc les ctamales étoilés. C'est très facile à observer, je pense que vous en avez vu énormément. Les araignées de mer aussi, pas facile à observer, typiques de ce milieu-là, puisqu'elles utilisent les algues pour se faire un camouflage. Donc en fait, elles les découpent, elles les passent au niveau de leur appareil buccal, et ensuite elles se les collent sur la carapace petit à petit pour créer un super camouflage. Et si elles ne bougent pas, on ne la voit pas. C'est super difficile de les observer, mais quand on en trouve, voilà, on peut faire des jolies photos. Elles sont vraiment peu farouches, enfin, peu farouches entre guillemets. Une fois qu'on les a dans les mains, ça va. Et enfin, les crabes. Donc ça, je voulais faire un petit focus sur les crabes, puisque on a le crabe marbré qui est typique cet écosystème, qu'on peut trouver en 3 coloris. Donc ce sont les photos qui sont ici. On peut le trouver entièrement noir, et on distingue un peu les traits, vous voyez, un peu le début des marbrures. Ensuite, on l'a ici en livret noir avec marbrure jaune, qui est la forme la plus typique de ce crabe-là, qui s'appelle le crabe marbré. Et ici, une livrée un peu plus claire, donc c'est peut-être un plus jeune individu, qu'on va pouvoir également retrouver. Donc c'est vraiment le crabe typique, et en plus, il a la faculté de pouvoir sortir de l'eau, puisque tant que les branchies sont humides, il est capable de se balader hors de l'eau. Donc il est tout à fait adapté pour cet écosystème qui peut jouer aussi sur le balancement des marées. Et on a un autre crabe qui est facilement 2-3 fois plus gros que le crabe marbré, c'est le crabe verruqueux. J'en ai vu des gros individus. Et celui-ci, vous voyez, il est en position de défense, donc il montre ses pinces et il va aller se cacher, en fait. Donc il va rester comme ça, les pinces
droit vers vous, il va se déplacer en même temps qu'il vous regarde avec les pinces, et il va aller après se planquer. Pour le coup, c'est un crabe qui est très craintif, et vous vous approchez à peine qu'il va déjà partir très rapidement se cacher. Donc si vous voulez l'observer, approchez-vous doucement, essayez l'observer un peu de loin, ou alors dans une position où il ne peut pas vous voir, parce que sinon il détale tout de suite. Les échinodermes sont aussi présents avec de nombreuses espèces. Alors bien sûr, il y a l'oursin comestible très classique qu'on va pouvoir retrouver un peu partout. L'oursin noir est un peu moins présent, j'en ai plus rarement vu que l'oursin comestible. Les concombres de mer, eh ben, on trouve bien sûr l'Oturritubulus, c'est la classique qu'on va retrouver dans les zones un peu plus de sable, mais dans des endroits qui profitent d'ombre, eh ben, on va pouvoir retrouver des espèces qui sont photophobes. Comme par exemple ici, c'est l'Holoturie cracheuse marron, qui vous envoie des tubes de Cuvier, ce sont des filaments paralysants, pas pour vous, mais en tout cas pour les autres, si vous la titillez. Donc ne la touchez pas, celle-ci. Observez-la, elle est très très jolie, elle peut prendre de grosses tailles d'ailleurs. L'Ésophure en bas, qui est une cousine de l'étoile de mer. La différence étant que le corps, il est au centre, ici, dans ce disque central, et il ne se prolonge pas dans les bras, au contraire de l'étoile, où le corps est au milieu, mais également dans tous les bras. Alors les ophures sont plutôt photophobes, elles n'aiment pas trop la lumière, donc dans cet écosystème qui est très lumineux, eh bien elles vont se répartir sous les roches la majorité du temps. Soit elles sont dessous et quand vous allez soulever le caillou, ben, elles vont détaler et donc vous allez les voir se mouvoir comme ça sur vos mains ou sur la roche. Elles vont très vite chercher un coin d'ombre. Soit elles sont à l'intérieur de la roche et elles font sortir leurs bras pour pouvoir filtrer l'eau et se nourrir. Donc deux possibilités d'observation pour les ophures. Et on va retrouver également des étoiles de mer. Alors bien sûr, il y a l'étoile de mer rouge qui est connue, mais on la voit assez peu fréquemment dans cet endroit-là. Par contre, il y a une espèce qui est typique de cet écosystème, c'est l'Astéribossus. C'est une toute petite étoile de mer. Elle peut atteindre 7 cm grand maximum, mais la majorité du temps, vous allez la voir à 2, 3, 4 cm peut-être, toute petite. Et pour la trouver, il ne faut vraiment pas hésiter à soulever des roches pour voir dessous, parce qu'elle va plutôt être dessous, en fait. Donc n'hésitez pas. Et quand vous soulevez une roche, bien entendu, vous la remettez dans le même sens, puisqu'il y a une distribution des espèces qui est faite au niveau de la roche elle-même. Donc il ne faut pas tout retourner et puis ne rien remettre en place. On continue avec les mollusques. Les fameuses patelles. Donc il peut y avoir la patelle bleue, ici c'est la patelle ponctuée, qu'on retrouve bien évidemment dans les zones de balancement des marées. Elle résiste à la dessiccation parce qu'elle se ferme complètement, et donc elle a l'humidité qui reste à l'intérieur. On a les gibules, donc les escargots de mer, un classique de ces endroits, comme la littorine également ici, tout petit, escargot qui préfère les zones même hors de l'eau. Les moules dans les zones battues, bon, c'est assez rare, mais si vous avez un endroit à moules, c'est quand même pas mal facile de voir ces endroits, cette biocénose particulière. Et on a également, comme vous avez vu sur la représentation idéalisée, les chitons. Les chitons, vous voyez, ce sont des polyplacophores, donc ce sont des mollusques avec plusieurs plaques. Comme vous le constatez, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 même, presque on peut compter celle-là. Et donc ce sont des mollusques particuliers qui ont des dents en magnétite. Donc la magnétite, c'est un minéral, et donc ces dents-là permettent de racler la roche, et donc de se nourrir des algues encroutantes. Donc il est capable de se nourrir comme ça, et donc c'est pour ça qu'on va le retrouver sous les roches également, puisqu'il va venir chercher des algues encroutantes qui se développent sous les rochers et les pierres. Donc si vous soulevez, vous allez en trouver quasiment à chaque fois. Franchement, on en trouve beaucoup. Il y a plusieurs espèces de chitons, c'est pas facile de les déterminer, mais c'est toujours sympa d'en voir parce qu'il peut y avoir plusieurs coloris en plus. Ça fait des très jolies photos. Chez les mollusques, eh ben, il y a des limaces de mer également. Alors il y en a deux que l'on retrouve assez facilement. Ce sont des nudibranches sacoglosses. Elles se nourrissent des chloroplastes également. Donc ce sont ici les lysitimides qui absorbent les chloroplastes, donc l'organe de photosynthèse des algues, pour se l'approprier, et c'est pour ça qu'elle est verte à l'intérieur. Donc là, on voit que son manteau est fermé, mais à l'intérieur, c'est vert, et elle peut utiliser en fait ces chloroplastes ensuite pour sa propre production énergétique. On va la retrouver assez facilement. Si vous fouillez, vous êtes attentif, vous restez longtemps sur des touffes d'algues, en particulier des algues vertes, eh bien, vous allez pouvoir en observer. Et l'autre, c'est la Thuridile de Hope. Elle est aussi toute petite, ces deux sont vraiment toutes petites.
et elle va se balader comme ça dans les algues. Si vous êtes un peu attentif, vous allez pouvoir les trouver. En plus, elles sont un peu flash, enfin, on voit bien les couleurs ressortir. Donc avec une petite lampe, même s'il fait très beau, avoir une petite lampe en plus, c'est pas plus mal pour faire ressortir un peu plus les couleurs et les observer. Alors je voulais vous parler des tuniciers, des acidies qu'on peut retrouver à ces endroits-là, parce que oui, on peut en trouver. Et je pense que vous en avez soit rarement vu, soit vous savez même pas qu'ils sont là. Donc ici, ces trois photos montrent la progression d'une acidie qui s'appelle la botrylle étoilée. Donc en première, en gros plan, ici, vous avez une colonie qui est naissante. Alors comment ça fonctionne? C'est vraiment particulier. Vous avez les individus. Alors ici, c'est un individu, deux individus, trois, quatre, cinq, etc. Donc chaque individu, il a son orifice pour aspirer l'eau. Et ensuite, ils vont se disposer en étoile pour avoir ensuite un cloaque commun qui va être le cloaque d'expiration de l'eau. Donc comme ça, ici on voit qu'elle est très jeune, toute petite. À côté, en haut à droite, vous avez une colonie qui a commencé à se structurer en étoile. Donc on voit bien chaque individu qui aspire de son côté et qui ensuite l'eau ressort dans un cloaque commun. Et enfin, on a ici un zoom sur une colonie qui est bien développée, de botrylle étoilée. Vous avez ici chaque individu qui est le petit bouton orange, et au centre, vous avez cette colonie qui se finit par un cloaque central, et comme ça fait des patchs, vous voyez. Alors il y a différents coloris, il y a vraiment une très grande variété de couleurs qu'on va pouvoir observer, donc c'est vraiment magnifique. Il faut les chercher, alors souvent, alors la majorité du temps, celle-ci, je l'ai souvent trouvée sur des objets anthropiques. Alors ça peut être des bouées, ça peut être ici, bon, vous voyez, c'est un sachet de Haribo. J'ai souvent trouvé là, alors je pense qu'ils sont aussi présents, bon, je pense pas, mais ils sont aussi présents sous les pierres, mais c'est vrai que je les ai facilement vus sur des objets anthropiques. Une autre botrylle que vous avez peut-être vue, mais c'est assez, enfin, en tout cas, j'ai découvert assez récemment, c'est celle-ci. Alors, elle n'a pas de nom commun parce qu'il y a des études génétiques qui sont en train d'être faites sur les différentes coloris parce qu'on voit qu'il y a vraiment une grosse variabilité de couleurs. C'est celle-ci. Donc cette botrylle-là, vous avez ici un individu, vous voyez, comme une petite lanterne, un petit bouton là, jaune, un deuxième, trois, quatre, etc. Et pareil, ensemble, ils vont se mettre en colonie et avoir un cloaque commun. Donc ici, vous avez une colonie qui est un peu plus étendue, et là on voit bien le cloaque commun, ce gros trou noir en plein centre. Ici, c'est une colonie qui s'est mise sur de la cimodocée. Et ensuite, si on prend un rocher entier à macroalgue, eh bien, on voit que ça fait comme des mosaïques de plusieurs couleurs. C'est vraiment superbe. Que vous allez observer sur des. Alors, moi, je les ai trouvés sur des digues la plupart du temps, au niveau de rochers de digues. Et se sont structurés comme ça, souvent à l'abri des courants. Enfin, en tout cas, les vagues ne venaient pas frotter fortement dessus. Et vous voyez, on voit bien le cloaque central ici, c'est des taches noires qui est en plein milieu des colonies. Et ensuite, voilà, chaque individu ça va se répandre sur toute la surface. Et je voulais vous parler aussi une autre acidie, un autre tunicier. C'est celui-ci, c'est le Didemne lisse perforé. Donc ici, c'est une petite colonie naissante. Et là, pareil, vous voyez qu'on a le cloaque commun. Et ensuite, chaque individu a le sien pour aspirer. Donc ce sont en fait des tuniciers coloniaux, des acidies coloniaux, ce qui n'est pas le cas, par exemple, quand vous allez en plongée de l'acidie rouge, qui n'est pas une colonie, qui est un seul individu. Et bien ici, vous avez un tunicier également, mais colonial. Donc vraiment, observez-le, cherchez-le. Souvent, s'il y a un peu de sédimentation sur un rocher, donnez des petits coups de main pour enlever la sédimentation. Parfois, il est dessous. Voilà, donc ça peut être un tips pour les trouver. Et on va finir cette bioscience avec les poissons. Alors bien entendu, les poissons de fond qui sont les poissons, disons, typiques de ces zones-là, ils ont l'adaptation pour contrer la force des vagues et le courant assez fort qu'on va pouvoir y retrouver. Chez les blénies, c'est souvent par des trépieds. Vous voyez ici la nageoire qui est sous forme de trépied qui va leur permettre de se maintenir face au courant. Alors, je voulais vous les montrer. Ici, vous avez plein de photos. En fait, ce sont toutes des espèces différentes. Donc, vous avez, par exemple, je vais prendre la première qui est en gros là, c'est la Blenny Sphinx. Comment on la reconnaît? Alors, elle a sa couleur jaune, parfois verdâtre un petit peu, mais elle a surtout ses points bleus très forts, enfin, c'est du bleu vif, on le voit très bien dans l'eau. Ce sont tous des petites blennies pour l'instant. Voilà, la Blenny Sphinx. Donc, très facile à reconnaître par ses traits bleus et ses points bleus vifs caractéristiques au niveau de la tête. À côté, vous avez la blennie de Caneva.
Donc on la reconnaît à une robe quand même assez unique, très ponctuée, très dalmatienne un peu, hein. Mais dalmatienne pas blanc et noir, mais du coup un peu jaune, marron, puis des taches rouges, rougeâtres, un peu rouge brique presque. Ensuite, je vais faire un zoom sur les autres espèces. Alors on va prendre dans l'ordre. On a ici la Blenny diabolo, qui est, alors celle-ci était peu craintive. Ici, ça c'est la main de la main de Camille. Et du coup, la Blenny était venue près de la main et a commencé à attaquer Camille, à lui attaquer un peu les doigts. Donc c'était rigolo de voir ce comportement. On a à côté la plus grande des Blennies qu'on peut trouver, c'est la Blenny baveuse. On la reconnaît à son œil qui est très rouge. Et en fait, au niveau de la bouche, on va retrouver comme des excroissances un peu qui font penser à la bave, hein. Donc Blenny baveuse. Elle peut atteindre de grosses tailles, hein. Donc on peut la trouver petite sur des rochers un peu verticaux. Elle va aimer se mettre en fait comme ça, ne pas bouger, et en fait elle va avoir une couleur qui se confond avec son environnement. Et quand elle est plus grosse, elle va plutôt se maintenir vers le fond, sur des rochers un peu plus plats, vers le fond de l'eau. En bas à gauche, on a la Blenny trigloïde, qu'on reconnaît parce qu'elle est blanche et noire, donc elle est assez facilement reconnaissable. Au milieu, nous avons une Blenny palmicorne, très certainement, donc on n'est pas sûr de la détermination, mais avec les tentacules supraorbitaires ici qui sont typiques de chez les Blenny, on peut essayer de les reconnaître. Et enfin, on a ici la Blenny coiffée, qu'on reconnaît par, eh ben, en fait, en plein centre, vous voyez la coupe un peu punk en plein milieu, comme ça, comme une crête. Voilà, est typique de cette espèce, donc la Blenny coiffée. Il n'y a pas que les blennies chez les poissons le font, il y a également les gobies et les triptérigions. Pour les reconnaître d'ailleurs, un petit truc, c'est que les blennies ont une seule nageoire dorsale, ça fait comme une voile, en fait, ça part vraiment de la base de la tête jusqu'au bout de la queue. Les gobies vont avoir deux nageoires dorsales et les triptérigions vont avoir trois nageoires dorsales. Alors les gobies, alors il y a deux espèces que je vois particulièrement dans cet écosystème-là. C'est le gobie paganel, donc on reconnaît avec cette tête écailleuse, un peu verdâtre, noir verdâtre. Et il a un comportement qui est marrant parce qu'il se met dans des trous. Dès qu'il vous voit, hein, il va se mettre dans les trous, mais face à vous, il ne va pas s'enfuir très profondément dans le trou. Et si vous restez longtemps et que vous l'attendez, vous le regardez, il va finir par sortir et vous dire de partir. Donc il va vraiment ouvrir la bouche, ouvrir ses nageoires, et il va sortir comme ça pour vous montrer qu'il faut dégager vite fait de chez lui. Après, il ne vous attaque pas, mais c'est marrant de voir ce comportement un peu de défense de son territoire. En bas à gauche, vous avez le gobie moucheté, qu'on reconnaît par les lignes entre les yeux et le V ici, entre la bouche et les yeux. Alors celui-ci va se confondre un peu avec le sable, donc si vous avez du sédiment au niveau des fonds rocheux, il va se mettre par là. Il va aimer aussi les endroits plus sombres et la présence d'anémones communes. Donc souvent il se met à côté des anémones puisqu'il va profiter de sa présence pour se protéger. Et enfin, chez les poissons de fond, on va retrouver ici trois espèces différentes de triptérigions. Alors celle-ci, c'est une espèce qu'on va trouver plus fréquemment, un peu plus en profondeur. C'est le triptérigion jaune. Donc il a une tête qui est légèrement jaunâtre ou très jaune quand le mâle est en phase de reproduction. Et en fait, le petit truc, c'est la tache noire à la base de la caudale qui va pouvoir dire si c'est un triptérigion rouge ou jaune, parce que parfois, c'est vraiment pas évident de faire la différence. Ensuite, ici, on a un triptérigion nain qu'on retrouve avec cette tête très ponctuée. Et enfin, un triptérigion rouge qui est ici. Alors, ce sont des espèces qui sont quand même craintives, pardon, et donc il faut les approcher avec délicatesse, il faut aller doucement, et si vous ne faites pas trop de mouvements brusques, et ben, ils vont rester, et vous allez pouvoir les observer, prendre le temps de faire des photos. Voilà, faut vraiment aller doucement, et ils vont rester. C'est pareil pour à peu près tous les poissons de fond. Et on finit cette biocénose donc avec les poissons qui sont de passage, qui ne sont pas typiques de cette partie, de cet écosystème. Donc on va bien sûr retrouver les girelles. Alors j'ai vu particulièrement des girelles pans se balader entre les fonds rocheux, un peu plus et quelques girelles royales. On va avoir bien entendu les mulets. Alors les mulets, bien sûr, ils se baladent, hein, que ce soit au-dessus des herbiers, au-dessus des fonds rocheux, des fonds sableux. On va retrouver quand même en grande quantité. Les crénilabres sont aussi présents. Ici, vous avez un crénilabre pan femelle, je crois, avec ses petits, qui vont chercher les invertébrés au milieu des padines. Vous voyez qu'il est en pleine phase de chasse.
Un autre crénilabre ici que je vois souvent dans les macroalgues et dans ces écosystèmes-là, c'est le crénilabre à 5 taches, qu'on reconnaît avec son œil qui est rouge. C'est le seul crénilabre qui a un œil comme ça rouge. Et il est, alors ce qui est joli, c'est qu'il a beaucoup de livrets. Il fait beaucoup d'homochromie. Donc c'est-à-dire qu'il va avoir une couleur très proche de son environnement. Ici, il est en homochromie verte. On l'a vu en homochromie rouge, par exemple. Et pendant la phase de reproduction, donc c'est début du printemps, février, hein, vraiment fin de l'hiver, quoi, février, début du printemps, et ben les femelles vont être entièrement vertes. Alors assez rarement, occasionnellement, mais voilà, c'est vraiment joli de voir ça. Elles sont complètement vertes et elles ont une papille bleue, bleu flash au niveau des parties génitales pour dire qu'elles sont en chaleur et elles sont prêtes à se reproduire. Donc n'hésitez pas à aller faire du masturbat même en hiver avec une bonne combi et vous allez pouvoir voir des jolies scènes, des jolis livrets. Les saupes, bien entendu, sont présentes. Elles consomment la polyzonie, mais pas que. Elles consomment également des algues. Donc, dans un écosystème à macroalgues, c'est normal qu'on en trouve et en quantité. Et enfin, les sérents écriture. Alors, j'en ai vu quelques-uns, effectivement, parfois ensemble. D'ailleurs, j'en ai vu 2-3 ensemble ici à Théoul. Parfois, ils viennent. Alors, je pense que c'est plutôt occasionnel. Ils vont se balader hein, d'écosystème en écosystème. Il faut penser qu'au milieu marin, il n'y a pas de, c'est pas imperméable. On passe de l'un à l'autre sans aucun problème. Mais il y a un poisson que l'on peut rencontrer en très très grande quantité, en banc très dense dans cet écosystème de fonds rocheux à macroalgues, c'est celui-ci. Alors ici c'est une photo, bon d'accord elle n'est pas très nette, mais on voit en fait cette densité, ce banc de poissons très important au-dessus de ce fond rocheux à macroalgues. Donc on va faire un petit zoom pour voir un peu ce que c'est. Donc c'est un tout petit poisson qui peut faire penser à la sardine. Et en fait, il s'appelle l'athérine. Donc les athérines, c'est un nom qui touche plusieurs espèces. Du coup, c'est quand même très difficile de faire la différence dans l'eau entre telle ou telle espèce. Donc on dit athérine dans un mot un peu global, un peu vulgarisé. Donc voici un petit zoom sur des individus. Donc on reconnaît cette ligne, par contre, cette ligne latérale bien visible en plein centre, avec une délimitation dorso-ventrale bien marquée. Cette petite tache de couleur qui est au niveau de l'opercule, ici, hein, qu'on voit bien. Voilà. C'est comme ça que vous allez pu les reconnaître. Et puis, ils sont en grands bancs. C'est des bancs qui sont souvent stagnants. Ils vont rester là, au calme. Même s'il y a du courant, on a vu à Théoul, les bancs, on dirait qu'ils stagnent même avec les vagues. Donc, c'est vraiment impressionnant. Et surtout, au niveau de densité, il y en a vraiment partout. Parfois, on nage au milieu des athérines qui vont vous éviter, bien entendu, mais si vous n'êtes pas trop brusque, eh ben, elles vont nager autour de vous sans trop de problèmes, même si, bien sûr, vous êtes un gros prédateur pour elles, donc elles vont pas trop s'approcher non plus. Mais le point important de cet écosystème, et c'est pour ça qu'il est fondamental de le préserver et faire attention quand on y va, c'est que c'est un écosystème à juvénile. Donc on connaît l'herbier de Polyzonie comme étant une nurserie, mais cet écosystème à macroalgues est aussi une nurserie. Les cystosères, en étant très denses, forment des forêts proches de la surface qui accueillent les juvéniles. Les algues, quand elles sont très denses, permettent la protection de toute une variété de juvéniles. Alors, les plus visibles, forcément, ce sont les poissons, qu'on va voir facilement. Donc, je vais commencer par les poissons. En bas à gauche, ici, on a un juvénile de Blennysphinx. Donc, on la reconnaît avec ces lignes, hein, je le rappelle, les lignes et les points bleus flashy. C'est assez facile de la reconnaître. On a ensuite vous voyez, des juvéniles de Girelpan. Donc ça, c'était entre les îles de l'Érins. On a derrière la padine queue de pan, donc on voit que cette girelle, et ben, du coup, elle aime se faufiler comme ça entre les algues et elle s'en sert pour se nourrir, bien sûr, chercher des invertébrés et se cacher. Alors parfois, quand on a des rochers à macroalgues, on a parfois du sable à côté. C'est le cas ici à la plage Keller. Et c'est la saison, en ce moment, septembre-octobre, de voir les jeunes marbrés. Donc il y a en ce moment les juvéniles de marbrés, il y en a pas mal qui sont au-dessus du sable. Donc n'hésitez pas à y aller faire du masturbat parce que vous allez pouvoir les observer assez facilement si vous êtes sur un petit fond de sable proche du bord de mer, proche de rochers à macroalgues. En général, ils sont là entre les deux. Ensuite, en haut, j'ai eu la chance de pouvoir photographier une post-larve. Cette fois, c'est une blénipalmicorne, il semblerait. Donc, il y a encore des débats sur la détermination, mais il semblerait que ce soit cette espèce, la blénipalmicorne. Ici, donc, c'est une photo qui a été prise au Larvoto, à Monaco.
on voit un petit fond de galet, et imaginez-vous que là, donc on est à 10 centimètres de profondeur. En fait, je suis allongé et je regarde la plage. Donc n'hésitez pas à le faire également. Ça, c'est génial. Vous vous mettez en bord de mer et vous vous tournez et vous regardez vers la plage. Et vous nagez le long de la plage en regardant du côté du littoral. Et en fait, vous allez voir qu'il y a plein de juvéniles. Parfois, c'est des petits bancs avec des juvéniles transparents. Et parfois, il y a même carrément des post-larves, hein, comme on peut voir ici, qui vont rester dans cette petite frange littorale parce que ça les protège des prédateurs. Les prédateurs sont trop gros pour venir les chercher. Et donc, ils utilisent ces environnements pour pouvoir se développer tranquillement sans être inquiétés. Donc, n'hésitez pas à le faire, à vous allonger, et peut-être les gens de la plage vont vous prendre pour des fous, mais en tout cas, vous allez faire des belles photos et voir des choses que personne ne voit. On a également des juvéniles ici de bécune qui émet un fond avec des grands blocs. Donc, il y avait pas mal de circulation d'eau et ce juvénile nageait en fait entre les gros blocs. Et celui-là, c'était à Cap d'Aille. Voilà, n'hésitez pas aussi à bien regarder quand c'est la saison. Et on trouve également, pour ça, il faut retourner les pierres, il faut vraiment chercher. C'est un juvénile de holoturie. C'est un juvénile de concombre de mer. Alors, c'est la seule fois que j'en ai vu. C'est à l'île Saint-Honorat, la crique Saint-Pierre, à l'île Saint-Honorat. C'est tout petit et voilà, c'est étonnant. Donc voilà, n'hésitez pas à retourner les pierres, remettez dans le bon sens, hein, je le répète, parce que vous pouvez trouver des petits trésors comme ça, naturalistes, qui sont fascinants à observer. Tout petit concombre de mer, juvénile, ouais, c'est vraiment magnifique. Donc on a vu biotope, les paysages, facteurs limitants. On a vu maintenant la biodiversité, on a fait cette balade naturaliste, on a vu les différentes actions, ce qu'on va pouvoir regarder. Maintenant, on va regarder les interactions qui existent dans cet écosystème. Alors, c'est un écosystème qui est peu étudié, voire même très peu étudié. Donc, voilà, c'est à prendre avec des pincettes. On n'a pas encore trop la définition précise parce que selon les études, soit on prend en compte de 0 mètre jusqu'aux herbiers, soit on ne prend pas en compte la partie 0,1 mètre et on prend en dessous de 1 mètre parce qu'on estime que c'est des zones battues, donc c'est des zones particulières. Bon, c'est une discussion qui est faite. En tout cas, sur cette étude-là, donc 2017, ils n'ont pas pris en compte la zone 0,1 mètre. Ils ont pris donc de 1 mètre jusqu'aux herbiers et ils ont fait donc une étude de dynamique de ces écosystèmes-là. Qu'est-ce que l'on constate? C'est qu'à la base de cette dynamique, on retrouve les algues. Bien entendu, c'est pas pour rien qu'on appelle ça l'écosystème des fonds rocheux à macroalgues. Donc, on a des algues de différents types, arborescentes, arbustifs, en gazon ou en croûtant, qui vont permettre de démarrer le réseau trophique. Mais on a également, et ça c'est important également, l'importation de production des herbiers, puisque les feuilles mortes peuvent venir au niveau de cet écosystème et permettre aussi quelques interactions. Vous voyez par exemple l'oursin qui va consommer ces feuilles ou des détritivores qui vont les consommer. Donc ici, vous voyez à peu près toutes les interactions. Alors, je vais essayer de réduire la page. Voilà, hop. Vous avez toutes les interactions qu'on peut voir, extérieures comme intérieures, de cette dynamique. Alors cette étude est allée loin, est allée un peu plus loin, puisqu'elle a regardé plusieurs écosystèmes de fonds rocheux à macroalgues sur différentes localités sur la Méditerranée. Oui, pardon. Donc là, on retrouve l'autre point important, c'est l'importation de production primaire. Elle a regardé, donc ici, différents écosystèmes. Alors ici, vous avez deux écosystèmes de localités, avec cet écosystème de fonds rocheux macroalgues, qui ont été notés comme en très bon état. Alors, qu'est-ce que l'on constate? Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a deux points de vue différents. On a ici beaucoup de matière organique. Donc la zone grise, c'est la zone qui a été étudiée, c'est le statut de ce qu'on a pu voir. Donc qu'est-ce que l'on voit? On voit beaucoup d'oursins. On voit beaucoup de suspensivores et de filtreurs, des détritivores, beaucoup de matière organique et la présence de poissons, des téléostéens ici, des poissons omnivores et des poissons qui mangent des invertébrés. Ça, c'est un point important. Il faut de la matière organique, comme je l'ai dit. L'hydrodynamisme donc apporte de la matière organique, ça veut dire qu'on a un écosystème qui fonctionne bien. On a un apport important qui permet d'avoir la présence de poissons, parce que finalement la présence de poissons est un point très important pour savoir si un écosystème est en bonne santé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des protocoles de sciences participatives qui se focalisent sur les poissons, puisque si l'on sait qu'ils sont présents, toute la chaîne derrière est présente. Ici, on a un autre point de vue. On voit qu'on a moins d'oursins, moins détritivores, moins de filtreurs, mais on a une grande présence de poissons. Des piscivores,
des mangeurs d'invertébrés, omnivores, herbivores. Et pareil, beaucoup de matière organique. Donc ça, c'est un point important pour cet écosystème. La présence de matière organique en grande quantité et des poissons est un indice pour dire qu'il est en bonne santé. Voici la vue d'un écosystème, cette fois une localité qui est en moyenne santé et en mauvaise santé. Donc ici, on est à Cannes, ici, c'est le Port Canto, et là, c'est le Batéguier à l'île Sainte-Marguerite. Au niveau du Port Canto, la note est pas trop mal parce qu'on a la présence d'herbivores. Mais on voit, regardez bien, la présence de matière organique est vraiment très basse. Du coup, on a beaucoup moins de détritivores, beaucoup moins de filtreurs, beaucoup d'oursins. Donc on a un phénomène d'herbivorie un peu important qui se met en place, puisqu'on voit poissons herbivores plus oursins herbivores. On a un impact d'herbivorie qui est même important. Et on a un peu la présence de poissons planctivores, donc ça doit être sûrement des castagnols, des choses comme ça. Donc c'est moyenne santé. Ici, on a vraiment une mauvaise santé. On a vraiment très peu de poissons. On a beaucoup d'invertébrés, puisqu'il y a peu de poissons, peu de prédateurs, donc beaucoup d'invertébrés. Des détritivores moyennement, quasiment pas de filtreurs, peu d'oursins. On n'a pas d'herbivores. Les oiseaux, bien sûr, ne sont pas présents. Et la matière organique, elle est basse. Donc là, on voit encore un point de vue sur la dynamique. Quand on a cette perte de matière organique, c'est tout le réseau qui part à la dérive et donc qui amène vers un écosystème qui est assez pauvre. Alors bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes puisque la méthode, voilà, l'étude n'était pas très longue. L'effort d'échantillonnage, on peut se poser la question sur l'effort qui a été fait. Néanmoins, ça donne un point de vue, ça donne une première idée de comment on pourrait discriminer un écosystème de fonds rocheux macroalgues en bonne santé, en moyenne santé et en mauvaise santé. Alors pour conclure cette petite conférence, cette découverte, on peut dire que donc, cet écosystème est un écosystème à multiples paysages. Donc c'est-à-dire qu'on a vu qu'on avait des environnements très variés. Si on est à Cannes, à Antibes, à Théoul, à Monaco, à Nice ou ailleurs, comme vous voulez, on peut avoir d'un environnement qui change du tout au tout. Ce qui fait qu'on a des habitats aussi soumis à des paramètres parfois extrêmes, donc les zones battues, ou des zones ici, comme on peut voir sur la photo, où vous voyez l'eau est partie et laisse à nu, à l'extérieur, plein d'algues vertes. Si ce sont je ne sais pas si ça doit être des ulves qui se sont développés. 3, on a une biodiversité qui est spécifique. On a vu les espèces caractéristiques de cet écosystème que vous pouvez retrouver en Masque-Tuba et qui sont bien entendu adaptées aux conditions environnementales. Adaptées donc à la dessiccation, adaptées à la force des vagues, donc les gobies qui ont une ventouse au niveau, qui ont un nageoire ventrale qui est une ventouse, les blennies avec un trépied, etc. Et bien sûr, comme je l'avais mis à la fin, un écosystème qui est primordial, vraiment extrêmement important pour l'accueil des juvéniles. On est à une profondeur qui est très basse, donc les prédateurs ont du mal à venir les chercher et ils peuvent comme ça venir se protéger. Donc il est super important de les préserver, ces zones, et surtout de les étudier également pour pouvoir vraiment mesurer l'importance qu'il a par rapport aux autres écosystèmes. On sait que l'herbier accueille des juvéniles, celui-ci en accueille aussi. Est-ce qu'il en accueille davantage? Est-ce qu'il en accueille autant ou moins? Ça, c'est des questions qu'il faudra se poser. Voilà. J'espère que ça vous a plu, cette découverte de cet écosystème de bord de mer, les pieds dans l'eau, que vous pouvez voilà, explorer avec vos enfants assez facilement. Et vous allez pouvoir, j'espère, retrouver les espèces que je vous ai montrées en photo. Voilà. Merci de votre attention. On pourra passer du coup aux questions. Ah, j'ai regardé, j'ai pas de questions sur le chat. N'hésitez pas, on vous jugera pas. On est là pour ça. Bonsoir et encore bravo, Jean-Vincent, c'est super à chaque fois. Non, j'avais juste une petite remarque par rapport à l'étang du Batéguy, le résultat de l'étude que tu as évoqué par rapport à l'absence d'oiseaux de mer. Et en fait, c'est une réserve biologique dirigée et je sais pas à quel moment ont été faites les observations, mais c'est un lieu important pour les oiseaux de passage. Et puis, il y a même eu des sternes pierre-garin qui ont niché, je crois que c'était en Ouais, je sais. 2008. Ouais, voilà, C'est pour ça que c'est pour ça que je disais qu'il fallait prendre avec des pincettes. Exactement. Parce Ouais, que ouais, tout à voilà, fait. ils sont venus peut-être une ou deux fois, à un moment peut-être où il n'y avait pas. Voilà, Mm. ça donne une idée, mais ça ne veut pas Exactement. forcément dire, voilà, c'est pour ça que je dis d'amener aussi l'esprit critique, de dire Ouais, on tout faut à fait. prendre avec des pincettes les résultats qu'on peut avoir sous les yeux. Oui.
L'étude date de Super. 2017, en plus. Voilà, en D'accord. plus, c'est peut-être à un moment où c'était pas bien, Ouais, enfin, on sait pas. exactement. Super. Tu as dit, si je me trompe pas, que les padines, en fait, elles aimaient plutôt des substrats avec pas trop de courant. C'est si j'ai Bah, bien compris, pas violent, quoi, en tout cas. pas violent. Elles ont du mal avec, bah, en zone battue, on les trouve pas. Alors ben, justement, en fait, ben, on a l'habitude de plonger sur un site qui est ben, à Capestel, à Aise, et c'est un site où on en voit beaucoup, mais effectivement, quand il y a des coups de mer, elles sont toutes arrachées, mais chaque année, bon, ça fait, je plonge pas depuis longtemps, depuis 5 ans seulement, mais c'est vrai qu'elles essayent de s'accrocher désespérément, et, et les pauvres, bon, bah, il y a beaucoup de pertes. Oui, voilà, bah oui, c'est ça, hein. De toute façon, on le voit Ouais. bien, hein. Il y a que les corallines et les cystosières qui arrivent à tenir, qui sont Mhm. assez fortes au niveau alors pas de l'ancrage, hein. Oui, on peut dire ancrage, mais voilà. Ça donne vraiment envie de prendre ben, ses petites palmes, son masque et son tuba et d'aller explorer, vraiment. Et oui, c'est ça, c'est tout l'intérêt, c'est Ouais. hyper accessible. On peut voir plein de choses. Après, il faut vraiment pas hésiter à retourner les cailloux, à voir dessous, voilà, faut pas avoir peur. On peut parfois même tomber sur des poulpes. On peut tomber, voilà, la dernière fois, je tombais sur une céréole. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant au niveau des interactions qu'il peut y avoir avec les autres Mhm. écosystèmes. Et c'est super cool. Et surtout au niveau juvénile, là, c'est là où on va en trouver plein, Bien quoi. sûr. Du coup, t'es vraiment à profondeur de bras. Tu descends pas du tout, même pas de 1 mètre ou. Alors alors soit tu es à profondeur de bras et à ce compte-là, tu es souvent en zone battue, mais bon, tu peux avoir des zones calmes, il faut les chercher, mais tu peux avoir des zones calmes. Mais après, non, tu peux quand même avoir une petite distance où tu peux descendre un petit peu. Moi, souvent, je cherche quand même effectivement, comme tu dis, la distance de bras, parce que ça te permet avec l'appareil photo de me poser, tu vois, et de Ouais. faire des photos, etc. Donc là, à chaque fois, en fait, toutes les photos que j'ai prises, je suis à hauteur de bras. Alors, par contre, oui, là, on est face à des plongeurs. On a une façon d'évoluer dans le milieu qui est différente que dans la partie 0 à 1 mètre, comme disaient Jean, parce qu'au fait, on constate qu'on utilise rarement les palmes. Ça dépend de votre objectif. Comme on a envie de chercher, c'est comme une chasse au trésor, on a envie de chercher le petit. Du coup, il n'y a pas besoin de parcourir des kilomètres et des kilomètres. Donc, on va dire qu'en en soi, les palmes presque ne servaient à rien. C'est juste pour améliorer notre nage parce qu'on a les combinaisons ou autre. Et donc, du coup, quand vous allez sur ce genre de site que vous explorez, où vraiment vous allez entre les rochers, dans les cuvettes, vous essayez. Alors, bien sûr, faut pas essayer de trop racler avec votre corps, mais en général, les palmes ne servent à rien. Et ce qu'on fait, c'est à bout de bras. Alors parfois, vous pouvez utiliser des gants pour éviter de mettre la main dans les anémones, mais c'est à bout de bras, on se hisse, on se tire pour arriver à un endroit on aimerait observer en fait. Parce que rapidement, avec les palmes, on peut détériorer le substrat, les œils qui sont cachés, qui sont fixés, pardon, ou autre. Donc c'est une autre type de progression. Et du coup, on a une aisance qui est aussi différente. Oui, On et parfois, aborde mieux c'est la complexité 3D, en fait, en disant est-ce que je passe ou je passe pas? Et parfois, c'est super difficile quand il y a vraiment des vagues qui viennent et qu'on peut prendre une photo de quelque chose qui est juste là et qui se prend les vagues. Et du coup, on galère avec l'appareil photo à se stabiliser. Et bon, parfois, il faut que quelqu'un nous tienne pour pouvoir ne pas bouger et prendre en photo parce que il y a des moments où c'est vraiment super battu, hein. Mm. Il y a Louisa qui disait, je sais pas si tu as vu. Oui, je crois que tu as répondu. Oui, tu as dit merci beaucoup. Oui. Félicitations, JV, par Et rapport à Eva. Merci. comme dit Damien, on n'oublie pas de remettre les cailloux exactement comme on les a pris. C'est super important. C'est vraiment super important parce que on va avoir les espèces photophiles qui vont se mettre en haut et les espèces photophobes qui vont se mettre en dessous. Donc si vous retournez à l'envers, bah, les deux vont mourir, hein. Mais il n'y a même pas à discuter. Mm. Ça, on peut pas se tromper. Et en plus, il y a des animaux, parfois, on retourne, on ne peut pas photographier parce qu'à peine on soulève, à peine la lumière rentre, donc il y a un crabe, je sais pas lequel, il part. Même, je crois que c'est un goby aussi, on n'arrive pas à le photographier parce qu'il part à chaque fois. Donc, Ça peut être très frustrant.
Non, mais d'où le fait que moi qui descends des fois en apnée, tu peux pas vraiment contrôler j'arrive pas à soulever correctement une Une pierre roche, et ouais. la remettre si t'es en apnée à 2 mètres, quoi. Pas forcément profond, mais juste en apnée, le fait que tu veuilles t'accrocher, tu remontes, etc. Et t'es obligé d'être enfin voilà, c'est beau, ça me paraît beaucoup plus confortable si t'es à 1 mètre, à Ah oui, Ah 0,1 oui, oui, oui. mètre. oui, c'est super confortable, je te Et confirme. du coup, ouais. C'est tout l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir explorer quelque chose d'incroyable avec beaucoup de choses à bout de bras. Enfin, c'est hyper accessible. Mais après, comme l'a dit Jean-Vincent, en fait, il y a plein de paysages différents. Donc, typiquement, la zone de Théoul, de la plage de l'Aiguille, elle est très, très Mm. profonde. Tu la connais très bien, Céline. Ouais, Et tu es dans 50 centimètres d'eau. c'est Donc, clair. Moi, j'ai pensé à ça. là, tu peux y rester facilement. Enfin, cet été, on faisait les Mm. petites découvertes. Tu y restes plus de 25 minutes et encore, t'as pas tout vu. Voilà, tu peux prendre le temps de te poser, d'observer. Par contre, après, il y a des paysages où effectivement, tu as beaucoup, beaucoup moins de... En fait, cet étage-là est beaucoup plus restreint. Et finalement, bah, du coup, t'es dans de l'eau, quoi. Et tu peux voir que ce qui est juste en face de toi. Mm. Et puis en dessous, bah, il y a plus... C'est pas accessible, quoi. En tout cas, merci Jean-Vincent encore pour cette superbe présentation. C'était super. Mais je vous en prie, avec plaisir. Alexis a beaucoup apprécié toutes tes photos. Ah bah oui, comme ça, Aussi. il pourra aller chercher lui aussi les... en masque que tu bats les espèces, du coup. Ouais, on en a vu déjà quelques-unes. C'est top. Celles qui sont Merci vraiment cool, JB, que c'était j'aime beaucoup, super. c'est celles-là. Si vous arrivez à trouver celle-là, c'est trop cool de trouver celle-là, les acidis. C'est toujours un régal de les voir. Ben, s'il n'y a pas de questions, on vous remercie de l'intérêt que vous portez à ces séries de conférences. Comme on disait, elle est enregistrée, donc elle sera mise sur la plateforme YouTube de Nature Dive. Vous pourrez la revoir ou la partager. Là, l'hiver arrive, on va voir au niveau des plannings des conférences, ce qu'on peut faire. Ceux qui n'ont pas vu les précédentes, alors j'ai pas envie de confondre, parce que je suis dans deux associations. Il y a le Coaligène, qui a fait des étages littoraux, et je crois qu'il m'en manque une. Donc, vous Il pouvez y a regarder sur les, YouTube. il y a les, non, pour Nature Dive, il y a les étages et le coralligène. Et du coup, celle-là. Voilà. Donc, j'étais bonne. J'étais C'est bonne. bon, c'est ça. Super. Donc, ben, on vous souhaite une bonne soirée en espérant vous voir bientôt, que ce soit en vrai pour, on va dire, fêter la fin de saison. On va voir pour caler une date. Et je pense que tu peux arrêter l'enregistrement, hein, Oui. du coup. Oui. Merci beaucoup, en tout cas.